Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. Ni hao, Ni hao, je suis Yan Ping et moi Florent. et aujourd'hui, nous abordons le tout premier épisode pour vous présenter la langue chinoise dans ses grandes lignes. Voilà, dans ce tout nouveau podcast de Mandarin Mandarine. Oui, mandarin, mandarine, mandarin. Et Florent, tu sais, c'est quoi mandarin? C'est un canard. Non, c'est la langue chinoise, justement, qu'on apprend ici. Ah, alors parce qu'il y a plusieurs Chinois en fait en Chine. Plusieurs langues chinoises. Non, en fait, quand on dit mandarin, c'est-à-dire c'est la langue chinoise avec un accent basé sur celui de Pékin. D'accord, oui, donc c'est le chinois standard. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de dialectes en Chine. Il y a le cantonais, par exemple, c'est un des plus gros dialectes le plus parlés en Chine. Mais presque dans chaque région, il y a des dialectes. Bah après, comme en France, on a plusieurs langues parlées en France. On connaît souvent le breton, le basque. Oui, voilà, tout on à peut fait. imaginer que dans cette région de France, il y a eu des patois et ce genre de langues. Oui. La Chine étant un pays très très grand, on a encore plus de langues différentes et de dialectes très très différents les uns des autres. Oui, maintenant en Chine, à l'école, tout le monde parle mandarin, donc l'enseignement se fait en mandarin. Du coup, ça c'est la langue standard orale en Chine. Après, en fonction des régions, on a quand même des accents légèrement différents. Mais c'est comme en France, quand c'est le français du Nord, sud, du sud, ou ouais. du sud, on entend un petit accent, mais on se comprend sans problème, bien sûr. Et par contre, je pense qu'en Chine, il y a beaucoup plus de gens qu'en France qui sont vraiment bilingues très vite, enfin, qui ont leur langue à la maison et la langue à l'école. C'est-à-dire, ils ont le mandarin, donc langue standard, et un autre dialecte de la région, probablement parlé avec les parents, avec la famille. Par contre, l'écriture, c'est le même dans toute la Chine. Voilà, ça c'est intéressant, c'est que vraiment, le chinois, peu importe de quel dialecte on parle, utilise les mêmes caractères. Oui. Et vraiment, on l'écrit exactement pareil, c'est pas des mots différents où il n'y a pas de variation. Non. Par contre, maintenant on dit c'est le chinois simplifié. Si on dit simplifié parce que c'était plus compliqué, on appelle le chinois traditionnel. Dans les années 50, le gouvernement a simplifié officiellement l'écriture des caractères parce qu'il y avait beaucoup de traits, c'était compliqué pour les enfants et aussi surtout pour les étrangers de les maîtriser. Donc on a simplifié l'écriture des caractères. Alors après, il y a encore des endroits où on utilise le chinois traditionnel, si je me trompe pas. Alors je parie pour Hong Kong. Hong Kong, tout à fait, et Taïwan, ouais. Donc les deux régions qui avaient une relation compliquée avec la Chine continentale à l'époque, où cette simplification n'était pas appliquée dans ces régions-là jusqu'à maintenant. Quand on dit simplifier, c'est-à-dire les caractères s'écrivent avec moins de traits, Voilà. mais pas chaque caractère. Un tiers ou la moitié, même au moins la moitié des caractères s'écrivent plus facilement. Voilà, Ouais. c'est surtout limiter le nombre de traits pour que ce soit plus facile à apprendre, mais ce n'est en aucun cas se passer des idéogrammes. Ça a été envisagé, la question s'est posée, mais on a décidé Non. que c'était clairement pas pratique du tout. Heureusement, ça n'a pas changé quand même. Par contre, il y a un système qui permet de lire les caractères de manière phonétique. Oui, quand on dit caractère, c'est-à-dire Petit dessin. ces petits dessins, il n'y a pas d'indice pour la prononciation. Donc pour les enfants chinois et aussi pour les étrangers, on note la prononciation de ces petits dessins, justement, avec un système phonétique qu'on appelle pinyin, appliqué depuis 1958. Donc ça a été créé en même temps que la simplification des caractères. À peu près. Comment ça fonctionne, le pinyin? Le principe, c'était de pouvoir utiliser les caractères étrangers, du coup occidentaux, pour représenter les sons. Alors la prononciation est assez différente du français par rapport à la lecture. Alors il faut savoir que chaque caractère chinois correspond à une syllabe. Et pour décrire cette syllabe en caractère étranger, occidental, on va avoir une consonne qui constitue l'initiale de la syllabe, une finale qui va être avec une ou plusieurs voyelles, une ou deux généralement, et puis il va y avoir un signe qui va donner le ton. Ouais, le fameux ton. Voilà. C'est quoi le ton? Donc chaque caractère, c'est forcément une syllabe, jamais deux.
c'est toujours une syllabe. Les fameux tons, c'est quoi? C'est toujours les tons qui font très très peur. Alors, le ton, c'est simplement la manière dont on va prononcer cette syllabe. C'est quelque chose auquel on n'a pas du tout l'habitude de faire attention, nous, parce que pour nous, prononcer un mot comme vache ou vache, ça ne change pas le terme, la signification. Pour nous, une vache, ça reste une vache. Il faut comprendre que en chinois, si je dis vache ou vache, c'est comme si je disais vache et poulet, par exemple. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Oui, tout à fait. Et donc le principe, c'est que il n'y a pas forcément énormément de syllabes en fait en chinois, et donc pour pouvoir bien les distinguer, on va utiliser ces tons. Alors il y a 4 tons en mandarin. Par exemple, puisque tu as dit vache, donc on va prendre la syllabe va, V-A, okay. Donc va, ça existe en chinois. Du coup, va, c'est le premier ton. Ça, c'est le premier ton, donc un peu en rectiligne, on imagine quelque chose de droit, qui ne varie pas. En fait, vous pouvez tester, si vous prolongez la prononciation, ça peut se prolonger comme éternellement. Va, c'est ça. Ma, mais le deuxième ton, va, voilà. Va, donc ça monte. C'est un peu comme en français si on pose une question. Ça va? Ouais. Va? Tout à fait, ouais. Va? Ouais, mais attention, comme ce que tu viens de dire, ça change complètement le sens. Vous voyez qu'en français, on va dire ça va. Là, le ton va avoir une information. C'est la question et la réponse. Ouais. Mais en chinois, ce n'est plus le même mot. Ouais, simplement. c'est ça. Ça correspond à un caractère différent. Donc, va, premier ton. Va. Ton. Là, on peut pas prolonger, par exemple. On peut pas dire va. Donc, au bout d'un moment, on peut pas. Mais le deuxième ton, pour les Français, ce qui est simple, c'est comme une question. Mais souvent, pour les gens qui commencent le chinois, pendant un moment, quand ils entendent le deuxième ton, ils ont toujours l'impression d'entendre une question. Mais en fait, c'est pas une question, c'est un mot. C'est un ton normal en chinois. Ouais, c'est le mot. Alors, le troisième ton. Ouais, c'est va. Ok. Va. Donc là, on descend un peu et on remonte. Moi, je pense plutôt quand on comprend pas quelque chose, on est un peu étonné. On descend. Alors, on descend et on remonte. Plus appuyé que ça, c'est va. Mais comme allô. Ouais, ouais. Ah oui, quand on dit allô. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Ça descend et ça remonte un peu aussi. Il y a un petit peu de ça, effectivement. Ouais, donc ça fait le troisième ton. Va. Va. Là, pareil, on peut pas prolonger, on peut pas dire va. Non, on peut pas. Personnellement, moi, j'ai du mal au début à distinguer le deuxième et le troisième ton à l'écoute. Mais va. Ça vient avec le temps. Ok. Et le dernier ton, donc le quatrième. Oui, ça descend, donc ça fait va. Voilà, il faut s'énerver un peu. Va. Donc en français, c'est vrai, j'ai remarqué, c'est souvent le ton le plus difficile pour les Français. J'imagine dans le contexte francophone, ça c'est un peu connoté comme si on est un peu énervé, c'est pas très sympa. Va. Et quand en chinois, c'est neutre, complètement neutre. Alors je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais souvent les Français qui écoutent des Chinois parler, on dit, mais on a l'impression qu'ils s'engueulent. C'est peut-être à cause de ça. Je pense que ça vient de là. C'est comme quand on n'est pas content, dit non. Voilà. Dis non. Non, ça fait quatrième ton. On révise. Donc le premier. Va. On peut prolonger. Deuxième, comme une question. Va. Troisième. Va. Ouais. Allô. Va. Quatrième ton, comme si on s'énerve. Va. Donc là, si vous vous entraînez, vous pouvez vraiment exagérer un peu chez vous au début. Après, avec du temps, ça devient plus naturel. Mais des fois, il y a aussi un petit ton léger, on dit neutre. C'est comme le premier ton, mais plus court. Bon, c'est un peu comme si on mettait pas de ton, tout simplement. On n'y pense pas. Là, par exemple, en chinois, on dit mama. Comme toutes les langues, maman, mama. Le deuxième, c'est pas mama. Là, ce sera 2 fois premier ton. Mama. 2 fois premier ton, mama. Le deuxième qui est court, ça fait, on dit ton léger, ton neutre. Et là, quand on rencontre ce genre de mots, je vous dirais, mais il faut surtout, au début, s'habituer aux 4 premiers tons principaux. Voilà. C'est clairement le point, en fait, qui est le plus difficile pour un Français. Ouais, c'est sûr. Parce que on n'a pas du tout l'habitude de penser comme ça. Ouais. Et donc vraiment le conseil que je vous donnerais, c'est que quand vous commencez à apprendre des caractères, vraiment apprenez-les en insistant sur le ton. Dites-vous quand vous lisez un caractère, c'est pas juste deviner ça veut dire quoi, c'est comment ça se prononce bien sûr, mais aussi c'est quel ton.
Ouais. Vraiment, prenez-le comme ça. Et aussi, les tons, en fait, il faut juste répéter. Souvent, je trouve que beaucoup de personnes sont très paniquées ou sont très angoissées par ces tons. Ils essayent de les prononcer, ils savent pas si c'est correct. Et la plupart, quand ils répètent après ce qu'ils ont entendu, c'est très correct. Aucun problème. Tout le monde est capable de le faire. C'est juste, on n'a pas l'habitude. Et aussi, si vous pouvez vous amuser comme si vous chantez, parce qu'effectivement, c'est les tons. Comme si vous chantez, du coup, ça peut devenir plus simple. Par exemple, ni hao. Tout le monde sait plus ou moins dire bonjour en chinois. Ni hao. C'est 2 fois 3e ton. Ni hao. Ni hao. Ouais, ni hao. Et donc, vous avez compris que c'est 2 syllabes, donc 2 caractères. Voilà. Après, dans chaque épisode, on vous présente encore des nouveaux mots et chaque fois, on va dire quel ton on va prononcer ensemble. Là, on va présenter aussi un peu, quand même, qu'est-ce que c'est, du coup, les caractères. Oui, ça vient d'où? Là, déjà, ça, c'est le pinyin, c'est pour marquer la prononciation de ces dessins. On l'appelle caractères. Mais c'est quoi les caractères? Donc, on peut dire que c'est le dessin. C'est-à-dire, au début, si on voit le soleil, on va dessiner un soleil. On va dire ça représente soleil. Moi, je parle soleil, j'ai fait un petit dessin. C'est comme si je suis muette. Pour passer un sens, je fais un petit dessin. C'est vraiment les caractères de base, parmi les premiers qui ont été inventés. Et on parle souvent de pictogrammes. Donc on voit vraiment des dessins, en fait. Ça représente un élément, on le devine en le regardant. Donc ça existe encore pas mal en chinois maintenant. Je sais pas, ça représente à peu près 10-20%. Là, par exemple, vous voyez, il y a soleil, la première ligne, la lune, deuxième ligne. Donc on peut deviner presque. Là, avec des petites gouttes, donc c'est la pluie. 4e ligne, c'est la montagne. On voit le pic, le sommet. Mais vous pouvez imaginer que uniquement ces dessins, ça suffit pas pour parler des choses un peu compliquées. Si je dis je suis pas contente, ça c'est pas si facile. Il va falloir faire des dessins un peu longs pour expliquer. Oui, voilà. Ou on dit c'est bon, c'est bien, comment dessiner bien. C'est abstrait. Du coup, il y a aussi des caractères. On dit composés. Composé, c'est-à-dire un peu plus complexe. On peut vous donner quelques exemples, ça peut être bien. En chinois, on prend le caractère d'une femme et le caractère d'un enfant. Donc quand il y a les femmes et les enfants, on est bien. On est bien. Du coup, bien, on compose un caractère comme ça. Voilà. Donc en fait, il faut imaginer des briques de Lego qu'on rassemble pour faire de nouveaux mots. Ouais, mais des fois ça suffit pas. Bien sûr, ça suffit toujours pas. Et donc il y a aussi d'autres façons de composer des caractères. On l'appelle clé plus caractère. Donc clés, ce sont les composants graphiques dont la plupart sont les porteurs de sens. Par exemple, clé de femme. Là, vous voyez toute la ligne des caractères. À gauche, ils ont une partie commune qui signifie la femme. Premier caractère, c'est maman. Deuxième, c'est grand-mère paternelle. Après, c'est grande sœur, petite sœur, tante et grand-mère maternelle. Donc forcément, toutes ces personnes, ce sont les femmes. Du coup, tous ces caractères portent la même clé. Voilà, la clé de la femme. Donc là, en gros, juste pour vous donner une idée globale des caractères. Mais dans quel sens se dit le chinois? C'est une bonne question parce qu'en plus, ça dépend. Non, maintenant en chinois moderne, ça se dit toujours de gauche à droite. Mais en chinois traditionnel, dans les anciens livres, comme au Japon, ça se dit encore verticalement de droite à gauche. Parce que le Japon est très influencé par la Chine ancienne. Ah bah complètement. Donc jusqu'à 1900... Enfin, surtout pour l'écriture. Ouais, surtout pour l'écriture. En Chine, jusqu'à 1900 à peu près, c'était pareil comme au Japon maintenant. Ça se lisait verticalement de droite à gauche. Mais maintenant, c'est comme en français. Après, il y a encore des fois des enseignes où on peut lire de droite à gauche. Oui, mais c'est pour donner un style. Bon, pour l'écriture... En fait, maintenant, comme même la plupart des Chinois, on n'écrit pas beaucoup à la main parce que on écrit surtout par clavier. Et du coup, si vous vous demandez comment on écrit en chinois avec un clavier, eh ben c'est grâce au pinyin justement. Oui, voilà, c'est par les pinyin. Si vous voulez taper ni hao, donc on met N-I-H-A-O. Après, ils vont proposer plusieurs caractères qui correspondent à ces syllabes puisqu'il n'y a pas de ton. C'est ça. Du coup,
il faut quand même savoir reconnaître, lire les caractères pour pouvoir choisir 1 ou 2 ou 3 ou 4. Du coup, c'est important de savoir lire. Mais pour savoir lire, des fois, si on n'écrit pas, c'est difficile de faire rentrer les caractères. En plus, si ça vous amuse, c'est quand même intéressant d'écrire un peu. On vous dit juste le principe de l'écriture en chinois. Tous les caractères sont composés par des traits de base. Il y en a 8. Donc là, vous voyez sur l'écran. Voilà, si vous n'êtes pas en écoute de podcast, si vous voyez la vidéo, vous verrez les différents traits. Et aussi, quand on écrit des caractères, il y a l'ordre des traits. C'est souvent de gauche à droite, de haut en bas et de l'extérieur vers l'intérieur. Oui, alors on est sur l'écriture, c'est-à-dire que les caractères s'écrivent dans un sens. Quand on écrit des lettres non attachées, on écrit forcément de gauche à droite. En chinois, un caractère... On écrit une phrase aussi de gauche à droite maintenant, mais un caractère en lui-même a un sens. Voilà. Il y a un ordre des traits. Quand c'est pas compliqué, c'est vrai, genre juste 1 ou 2 traits, c'est pas si important, mais quand il a beaucoup de traits, si on connaît l'ordre des traits, c'est plus facile de les recopier, de les reproduire. Et puis surtout, c'est très important si vraiment vous commencez à avoir des gens qui vous écrivent à la main. En réalité, les Chinois ne vont pas avoir une belle écriture d'ordinateur, ils vont écrire vite. Et donc ils vont mâcher un peu, on va dire, et l'ordre des traits sera très important, déterminant pour bien comprendre de quel caractère il s'agit des fois. Tout à fait. Et la dernière question, souvent les gens me demandent, et le chinois, le japonais, le coréen, c'est un peu la même langue, non? Alors pas du tout. Autant le japonais et le coréen se ressemblent beaucoup en termes de grammaire, parce que ce sont des langues agglutinantes, autant le chinois n'a pas du tout la même façon de composer ses phrases. Ce qui va se retrouver, c'est les caractères chinois, tout simplement, en japonais, parce que en Corée ça a été abandonné depuis longtemps, mais ils sont passés à un autre système phonétique. Vraiment, à part cela, le japonais et le chinois ne se ressemblent pas du tout. J'exagère un petit peu parce qu'en réalité, en japonais, il y a plusieurs prononciations pour des mêmes caractères. Et il y a la prononciation qu'on appelle la prononciation chinoise des caractères. Donc elle ressemble effectivement un petit peu à la prononciation du chinois, et d'ailleurs plutôt du chinois avec un accent du sud, ce qui est assez rigolo. Mais à part ça, en termes de grammaire, de construction de phrases, ça n'a rien à voir. Au niveau des prononciations non plus, on comprend rien. Et le chinois est plutôt plus simple. Au niveau de la construction des phrases. Ah oui, complètement. Il y a pas en japonais, on va avoir des variations, des conjugaisons, ce genre de choses. Du coup, ça c'est les grandes lignes sur la langue chinoise. Dans les prochains épisodes, on va vous présenter progressivement des caractères chinois et des notions de la médecine chinoise à travers des caractères chinois, justement. Voilà, c'est vrai que là, c'était un peu le premier épisode, l'introduction. On n'est pas encore allé vraiment dans la médecine, mais ça va venir très très vite. Donc, à la prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.